Enfin, c'est intéressant justement quand tu parles avec des gens qui te disent ah c'était mieux avant la police républicaine, je sais pas comment. En fait, moi en général, je renvoie les gens à me dire mais c'était quand? Ouais. C'était quand que la police n'était pas violente contre les classes populaires? Et du coup, tu peux remonter, c'était dans les années 70? Bah non, on a plein d'exemples, et c'était dans les années 50? Bah non, on a plein d'exemples. C'était dans les années 30? C'était à la fin du 19e siècle? Non. Tu ne retrouveras jamais parce que la fonction de la police, c'est de distribuer cette violence-là. Et donc, à toutes les époques, on a des systèmes d'écrasement policier, des formes de vie populaire, et surtout des formes de vie les plus incontrôlables. Par exemple, dans les années 30, ça va être sur ce qu'on appelait la zone, à l'époque, où on avait déjà des systèmes de rafles, de torture, de disparition, de mise à mort, etc. Donc la gestion des territoires populaires par la police, il n'y a pas de moment où ce n'était pas un assemblage on va dire de biopolitique, de gestion de la vie et de nécropolitique, de gestion de l'écrasement de la vie et qui va jusqu'à la thanatopolitique, c'est-à-dire la mise à mort, la politique de la mise à mort. Mathieu Rigous, bonjour. Salut. Tu es un militant et un sociologue. Tu es impliqué dans les luttes sociales et tu fais de la recherche à partir des luttes et au service des luttes. Tu as participé à créer le réseau Enquête Critique. Alors, l'actu du moment, parce qu'on commence toujours par une question d'actu, c'est les manifs pro-Palestine. Il y a eu évidemment des difficultés à obtenir des autorisations à manifester, parce que Darmanin a demandé aux représentants de l'État d'interdire les manifestations pro-palestiniennes sous prétexte qu'elles seraient susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Bon, depuis, le Conseil d'État a cassé ça en disant que l'interdiction devait rester une exception et que les décisions des préfets doivent être prises au cas par cas pour qu'elles ne soient pas considérées comme non proportionnées. Et en parallèle de cette chasse juridique finalement contre le collectif, il y a eu aussi une chasse juridique aux militants à titre individuel, avec Mediapart qui révélait que des militants de la CGT avaient passé plusieurs heures en garde à vue pour apologie du terrorisme et incitation à la haine notamment. Comment toi t'analyses cette séquence? Nous on se dit que le pouvoir il a été fragilisé par les manifestations contre la réforme des retraites, qui ne souhaitent pas que les concitoyens se saisissent des enjeux sociaux et se positionnent sur des enjeux sociaux. Et que du coup, évidemment, on a toujours eu en France l'invention d'un faux ennemi intérieur. Il y a eu les juifs, il y a eu les francs-maçons. Aujourd'hui, évidemment, notre ennemi à tous, c'est les musulmans. Du coup, la manière dont a le pouvoir aujourd'hui exécutif de mettre en parallèle, en confrontation un peu la France des Blancs, des gentils Français et la France des méchants musulmans. Toi déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça et comment tu l'analyses? Ouais, bah là, toute cette politique d'interdiction, d'empêchement du soutien, des solidarités avec le peuple palestinien, il fait partie d'un contexte général sécuritaire qui est de contrôle, de surveillance, de répression, de tout ce qui s'oppose de toute façon au système politique, économique et plus généralement au rapport de domination. Après, je pense que c'est très révélateur de quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et qui est la dimension coloniale et impérialiste de la société française, mais en fait du système mondial aussi. Là, il se joue quelque chose pour la France, mais pour la plupart des grandes puissances occidentales, pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne aussi, qui est à la fois d'afficher un soutien absolu au colonialisme israélien, à l'occupation de la Palestine et à l'écrasement de la résistance palestinienne, et que ça collabore avec une politique d'écrasement à l'intérieur des luttes en soutien à la Palestine, mais parce qu'elles sont aussi considérées comme étant faisant partie du répertoire d'action, de mobilisation des quartiers populaires et des immigrations, et qu'effectivement, c'est l'une des cibles principales du système sécuritaire actuel, mais pas le seul. Tu disais... oui, je pense que tu disais à raison que là, il y a une fabrication de l'ennemi, comme les musulmans en général. On est en train de passer en fait de la figure de l'islamo-gauchiste, où il y avait vraiment quelque chose, il s'agit de dire, c'était l'alliance entre les musulmans et les gauchistes,
Et où là, on passe vraiment clairement à une figure où l'ennemi intérieur, c'est les musulmans en tant que tels, bon, mais qui viennent aussi, qui servent de masque à, à désigner les strates non blanches du prolétariat en général, et que du coup, ça va même ça va au-delà du fait d'attaquer des personnes parce qu'elles se mobilisent à gauche ou à l'extrême gauche, mais ça rejoint une logique de fond qui est d'attaquer les gens parce parce qu'ils existent, euh, mais parce que ça a une fonction centrale dans la reproduction du système, c'est que cette société-là, elle est notamment organisée autour de la surexploitation, de la ségrégation de cette partie-là des classes populaires. Ce qui nous semble fou aussi, c'est que le gouvernement il arrive à prendre appui sur ce qui s'est passé à Arras pour aussi interdire et diaboliser les manifestations pro-palestiniennes. Et comme tu dis, du coup, il y a un amalgame, enfin des choses qui se créent, qui sont à la base pas liées, qui amène à dédiaboliser tout un discours qui à la base était porté par le Front National, quoi. Et en fait, c'est extrêmement angoissant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, moi, ce que j'appelle la droite extrême, de Macron, elle reprend totalement ces argumentaires-là, quoi. Mmh. Ouais, on est au cœur du processus de fascisation. Ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye d'observer dans mon travail, c'est-à-dire de voir qu'en fait, dans les sociétés capitalistes, racistes, patriarcales, dans les sociétés dominantes contemporaines, en fait, l'extrême droite, elle est entretenue comme un répertoire d'idées, de pratiques, de cadres aussi. Et qu'en fait, on a un processus long dans l'histoire où la fascisation, elle passe à travers certains domaines du pouvoir et qui vont être justement la gestion des immigrations, la politique des frontières, mais aussi la politique des prisons, qui vont être bien sûr dans le racisme d'État, qui vont être dans sa forme particulière en ce moment, qui est l'islamophobie d'État. Ça va être aussi dans l'écrasement des puissances d'émancipation, des mouvements révolutionnaires, etc. Ça va être dans la politique néocoloniale, ça va être même dans le traitement des territoires colonisés, enfin, donc dans différents régimes de colonialité, et que tout ça, ça fait exister dans la normalité et la longue durée du système des espaces-temps de fascisation. Mais qu'à des moments, le système, quand il est confronté, au-delà de ses crises internes, mais à une menace de renversement, de bouleversement, alors que ce soit des révoltes sociales, que ce soit la montée en puissance de mouvements révolutionnaires, et bien là, il va chercher l'extrême droite comme un fascisme de contre-révolution. Et il me semble qu'on est en train de passer, on est très clairement dans le moment où on passe de la fascisation au fascisme de contre-révolution, même si on n'y est pas encore. C'est ce qui est en train de se passer. Darmanin en est l'exemple clair, il vient de l'Action française, il attaque Le Pen en lui disant qu'elle n'est pas assez facho sur la question de l'islam. Bon voilà, et puis ça on savait avant même Darmanin en fait, hein, l'immense majorité des propositions du FN à la fin des années 80, elles ont été intégrées par les gouvernements successifs de gauche et de droite depuis, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient eu le pouvoir à ce moment-là et qu'ils avaient pu faire tout ce qu'ils voulaient, quoi. Et là, ce qu'on voit par rapport à la Palestine aussi, il y a une cohésion extrêmement forte de la gauche coloniale jusqu'à l'extrême droite sur la question du soutien à l'écrasement de la Palestine, mais aussi à la mise en place de cette espèce de machine qui est en train de rendre tout le monde fou, en nous empêchant de résister, en nous empêchant de manifester, en nous empêchant de sortir, en nous empêchant de porter les symboles de soutien et de dénoncer le génocide. En fait, on nous met dans une situation où on est obligé d'assister à un génocide sans pouvoir avoir le droit de se mobiliser contre, sans pouvoir avoir le droit de parler. Et tout ça, ça crée des traumas, ça crée des violences à l'intérieur de nous,
qui vont rejaillir d'une certaine manière. Alors moi je fais partie du camp qui considère qu'il faut que ces violences-là, on les transforme en des processus d'émancipation, en de la révolte sociale, en quelque chose qui construise une société plus juste et plus égalitaire. Mais le système, c'est pas ça qu'il cherche. Le système, à partir de ça, il cherche à fabriquer des monstres, et parce qu'il a besoin de ces monstres-là. Tu as parlé de gauche coloniale, c'est ça? C'est intéressant parce que nous, du coup, on est une chaîne qui diffusons, enfin, en tout cas qui voulons diffuser de la pensée de gauche radicale et de l'ensemble de la gauche. Et du coup, il faut aussi identifier nos ennemis. Et clairement, la gauche coloniale, c'est pas nos amis. Est-ce que tu peux expliquer ce que toi tu mets derrière ce concept de gauche coloniale? Bah, toute une frange de partis, d'organisations, de collectifs qui se considèrent de gauche, mais de la social-démocratie jusqu'à l'extrême gauche, quoi. Et qui, sur les différentes questions de colonialité, en fait, vont pas être dans l'opposition, vont pas être dans la critique, mais ça va être aussi bien de rester silencieux sur Barkhane, sur les guerres néocoloniales, etc., que sur le traitement colonial des dits outre-mer, que sur les colonialités intérieures, par exemple de ne pas être là en soutien pendant les révoltes pour Naël et pour toutes les victimes de crimes policiers, ou de considérer que finalement, attendez, il y a un contexte, il faudrait voir le contexte, etc. À chaque fois qu'il y a un habitant de quartier populaire, hein, à chaque fois qu'il y a un prolétaire non blanc qui se fait assassiner, d'essayer de voir s'il n'y avait pas une justification à ça. Et puis, pareil, de franges qui considèrent que là, dans le contexte actuel, en fait, on pourrait renvoyer dos à dos une puissance coloniale d'apartheid en train de mener un massacre de masse, et de l'autre côté, un peuple écrasé et qui subit ça, et qu'on pourrait mettre les deux au même niveau, quoi, comme si c'était justement, c'est ce qu'on entend en général quand on nous parle du conflit israélo-palestinien, finalement, comme si on avait deux forces égales. Mais cette gauche coloniale, elle traverse toute l'histoire, parce que pendant les guerres de libération anticolonialistes, c'était déjà ça. On renvoyait la violence des colonisés. Et je dis pas qu'on ne doit pas en interne avoir des réflexions sur les modes de la violence de résistance, mais c'est un autre sujet. Parce que utiliser ça pour dire que finalement la résistance des colonisés elle ferait partie de la même mécanique que la violence de l'oppresseur, ça c'est une manière à la fois de nous empêcher de réfléchir, mais c'est une manière en fait de maintenir le statu quo, c'est une manière de maintenir le fonctionnement du colonialisme, et donc c'est pour ça que je parle de gauche coloniale, mais c'est aussi pour dire qu'en fait à toutes les époques, donc que ce soit l'ordre colonial, mais le système sécuritaire, la restructuration néolibérale, et même tout ce qui fait partie de la reproduction du patriarcat, en fait, ça a toujours fonctionné entre des alliances entre la gauche et la droite. Il y a un spectacle de la politique qui se présente comme un champ dans lequel il y aurait une opposition gauche-droite, mais en fait, quand tu regardes historiquement, toute l'évolution historique des rapports sociaux de domination, ça se fait toujours avec la participation d'une frange social-démocrate, et la gauche coloniale en fait partie, quoi. Alors on va centrer l'entretien plus particulièrement sur la question de la police, parce que tu es reconnu comme un peu expert sur ces sujets, notamment ton bouquin « La domination policière », extrêmement connu dans les milieux militants. L'entretien, il est en fait divisé en deux parties. D'abord, la police comme force de maintien de l'ordre, c'est très classique, hein, et puis en deuxième partie, la police comme institution plutôt. Donc pour commencer, tu as commencé à le dire, toi tu expliques que la police, c'est une force de maintien du socio-apartheid, du patriarcat et du capitalisme. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices pourquoi tu dis ça? C'est à la fois c'est une perspective et politique et scientifique, mais parce que la science, comme tout, c'est politique, on ne peut pas être neutre. Enfin, ceux qui prétendent être neutres, en fait, font semblant de l'être. Tout le monde a un engagement politique, et puis en fait, en général, dans une situation inégalitaire,
Être neutre, ça veut être du côté du statu quo, ça veut dire être du côté des dominants. Et donc, par exemple, mon point de départ dans tout ça, c'est de voir comment l'histoire des sociétés est organisée à travers des rapports de domination et de résistance, des processus d'aliénation, d'exploitation, d'oppression, et de l'autre côté, des forces qui se réorganisent, pour aller vers récupérer de l'autonomie, vers de l'émancipation, etc. Et donc, du coup, l'objet police aussi, je l'aborde de cette manière-là, en allant voir, en posant la question à l'objet police, comment tu fonctionnes. Mais comment tu fonctionnes, je veux voir comment tu fonctionnes du point de vue de tout ce qui nous intéresse en termes de lutte, c'est-à-dire qu'on pourrait aller voir aussi du point de vue du validisme. Évidemment, on trouvera des choses, des manières dont la police participe à la reproduction d'un ordre validiste avec d'autres institutions, parce que, et c'est comme ça qu'on en arrive à cette définition de la police, parce que quand tu abordes les choses de cette manière-là, donc moi j'appelle ça de l'enquête critique, tu te rends compte que historiquement, la police elle fonctionne pas du tout selon sa fiction fondatrice. Toutes les institutions, pour fonctionner, elles ont besoin de discours pour se légitimer, et donc celui de la police qui va avec le discours dominant sur l'État-nation et la modernité occidentale, c'est qu'elle serait là pour protéger la population, etc. L'enquête critique sur la police, elle nous amène au contraire à considérer que c'est un appareil de pouvoir, c'est un appareil de gouvernement, et que c'est une mécanique qui permet de distribuer la violence dont les classes dominantes ont besoin pour maintenir ce qu'elle appelle l'ordre public, mais pour maintenir un ordre social, et donc un ordre social inégalitaire. En effet, toi, tu t'expliques très bien dans ton bouquin comment, finalement, contrairement au discours de la police, dans la pratique, parce qu'évidemment, il y a toujours ce qu'on regarde en sociologie, les discours que portent les institutions et comment ça se passe en réalité, la pratique, comment finalement la police est constituée comme force de protection des biens et non pas des personnes. Est-ce que tu peux revenir justement là-dessus et expliquer un peu plus ? Des biens, c'est parce que protège les biens, elle protège la propriété privée de ce point de vue-là, mais elle protège des personnes aussi, hein. Elle protège les classes dominantes. En décembre 2018, s'il n'y avait pas eu ce déferlement de violences policières, les Gilets jaunes rentraient à l'Élysée et il y a plein de choses qui auraient changé. Et à travers toute l'histoire, la police elle sert aussi à ça, à protéger le gouvernement, à protéger les classes dominantes en général. On voit bien l'obsession pour de cibler la rue, les classes populaires, etc. C'est bien pour ça, c'est parce que c'est un certain type, quand elle parle de violence, c'est un certain type de violence qu'il s'agit d'empêcher. Ça va, la police, elle a le cœur de son travail, c'est pas de s'occuper des violences dominantes, c'est pas de s'occuper du fait que un État vend des armes qui permettent de massacrer des peuples partout dans le monde. C'est pas de s'occuper du fait que des patrons et des managers détruisent les vies des ouvriers, c'est pas que des urbanistes créent des formes de vie écrasées pour les habitants des quartiers populaires, c'est pas tout ça. Mais pardon, voilà, il faut se dire, elle protège quand même une partie de la population, elle protège les classes dominantes. Très clair. Et du coup, c'est assez clair, en effet, sur la question du socio-apartheid et du capitalisme. Et quand tu dis que c'est aussi une forme de maintien du patriarcat, moi c'est une question qui m'intéresse aussi, et tu l'as pas trop abordée, si tu pouvais expliquer un peu pourquoi. Non, moi j'ai moins travaillé sur ça. Après, dans ma manière de faire de la recherche, en fait, déjà j'avance depuis les luttes, et donc aussi aux côtés des franges révolutionnaires du mouvement féministe. Et donc je pense avec mes camarades, je réfléchis avec elles, et donc depuis leur pensée critique et depuis leur pensée en lutte, j'observe ces choses-là. Mais donc, par exemple, le fait que la violence policière, elle est genrée, elle se manifeste pas de la même manière selon
selon les corps, selon la manière dont les corps sont genrés. Et du coup, il y a des violences particulières qui sont déployées contre les corps féminisés, contre les corps sexisés, et puis aussi, mais même contre les corps conçus comme masculins, en fait, parce que du coup, le policier intervient aussi toujours sur à la fois pour briser certaines formes de masculinité, les masculinités des hommes des classes populaires, hein, et en même temps pour en installer d'autres, pour construire un système de virilité. C'est aussi tout ça, c'est connecté à la prison aussi, et donc à l'enfermement des hommes et des femmes de manière différente. Puis après, il y a tout un registre de l'ordre des violences symboliques, ou dans le contact avec la police, principalement dans les quartiers populaires, principalement pour les femmes racisées, mais pas que, le contact et la confrontation est sexiste du début à la fin, et avec des insultes, avec des menaces de viol, et avec des fois des violences sexistes et sexuelles. Depuis le contrôle, l'interaction jusqu'à l'interpellation, la capture, l'enfermement, etc. Après, on peut le voir aussi de d'autres points de vue, c'est-à-dire que le fonctionnement général de la police, lui aussi, participe à la reproduction des rapports sociaux patriarcaux, et à une division genrée de la violence, par exemple dans le fait que les implications dans les quartiers populaires, des violences policières, de la prison, mais aussi des politiques des frontières, ça produit un enfermement, des captures d'hommes dans les communautés et dans les groupes sociaux, où les femmes du coup se retrouvent dans des positions être engagées dans les luttes, dans le soutien aux prisonniers, soutien aux victimes, soutien à la communauté familiale, et où donc en fait elles vont être encore plus que d'habitude prises par la double journée de travail, mais plus l'ensemble des charges symboliques et physiques qui pèsent sur le fait de subir l'oppression policière continue. Et puis après, on peut le voir sur le temps plus long aussi, c'est-à-dire que parmi les généalogies historiques de formation de la police, tout à l'heure on a parlé un peu des biens, donc la question de la défense de la propriété privée, et de la défense et de l'émergence de la grande ville bourgeoise, donc avec la police comme système de protection du marché pour éviter les émeutes. Il y a une autre généalogie qui est celle de la plantation esclavagiste et de la généalogie coloniale, avec les milices esclavagistes et puis avec les polices coloniales. Et puis il y a une troisième généalogie qui est importante et qui est la moins étudiée, sauf par les historiennes critiques, et qui est celle notamment du grand renfermement et de la chasse aux sorcières. Où à travers la chasse aux sorcières, donc on connaît grâce aux travaux notamment de Federici, mais pas seulement, donc on connaît de mieux en mieux cette période-là comme formation d'un capitalisme patriarcal, mais ça passe du coup à travers ce grand système de capture des femmes considérées comme subversives. On a un système qui participe de la mise en place d'une machine de capture des corps féminisés, et qui va lui continuer à évoluer à travers ce que Michel Foucault a appelé le grand renfermement, et qui est là encore un grand système de capture des prostituées, des homosexuels, qui va avec aussi la capture et l'enfermement des misérables et des personnes désignées comme fous et folles, et qui va donner naissance à une partie de la prison, de l'institution prison, donc la partie à l'intérieur de la métropole occidentale, dans les siècles passés, mais qui font complètement partie de la généalogie de la police et de la prison, et de toute la chaîne punitive. Et donc où la question de la capture, mais aussi de la discipline et du dressage et de la correction des corps sexisés est au cœur du processus. Ouais, je rappelle pour nos auditeurs, auditrices, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, et moi je n'ai pas les chiffres exacts parce que j'ai été militante à Génépi, Feu Génépi, quand c'était encore une association qui existait, donc une association anticarcérale.
il y a quelques années. Et en effet, comme le dit Mathieu, il y a une différence très importante entre les personnes qui sont en prison et qui sont des hommes, qui représentent environ 95% dans mon souvenir des incarcérés, et 5% seulement des femmes, donc qui montre bien le traitement différencié de l'ensemble de la chaîne punitive de la police, en passant par la justice, les tribunaux et jusqu'à l'incarcération. Et puis il faut voir aussi le traitement des personnes trans, qui là en fait subissent des superpositions de systèmes de violence, bon, voilà, qui touchent à la fois aux hommes, aux femmes et à une autre manière d'être traitées qui ne touche que les personnes qui sont justement identifiables comme ne répondant pas aux catégories dominantes du genre. Quand tu parlais de patriarcat, je me demandais aussi si tu faisais référence, ou vous faisiez référence avec votre groupe de réflexion aussi au traitement de la question des VSS, parce que en fait, moi je trouve ça dingue en tant que féministe que cette question soit aussi peu traitée par la police et aussi mal traitée par la police, que la police se présente en effet comme une protection des personnes, et en fait l'ensemble des témoignages montre bien le gap qu'il y a entre ce discours-là et la réalité sur cette question-là, et démontre bien que la police est une force plutôt patriarcale, quoi. Évidemment, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on peut se dire ça aussi. Et ça vaut sur ça, mais ça vaut en général. Enfin, la sociologie critique, elle passe son temps à démontrer que la police n'a jamais fait diminuer des taux de délinquance, de violence, de criminalité. Historiquement, elle ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas. Et donc, ça ne fonctionne pas non plus pour empêcher ou réduire les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, on observe que plutôt, à chaque fois que des femmes essayent d'aller porter plainte, en fait, elles subissent à nouveau des violences symboliques, mais aussi institutionnelles à ce moment-là. Et plus, on n'en a pas parlé non plus, mais et c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté, mais c'est qu'il y a aussi un continuum entre le fonctionnement des violences de genre des policiers dans la rue et la manière dont les policiers se comportent dans l'espace domestique, avec du coup une surreprésentation des violences sexistes et sexuelles dans l'espace domestique contre les femmes avec qui ils vivent. C'est intéressant. Ok. Du coup, cela étant posé, cette petite introduction, pour parler un peu des mouvements sociaux, on observe du coup depuis un certain temps maintenant une forme d'escalade dans les opérations de maintien de l'ordre, qu'on dénonce évidemment. Depuis quand à peu près, toi tu le daterais, sachant qu'évidemment en quartier populaire urbain, ça fait beaucoup plus longtemps que ça dure. Je sais pas, voilà, c'est ce que ça t'apparaît. C'est difficile de dater parce qu'en fait, c'est intéressant justement quand tu parles avec des gens qui te disent ah c'était mieux avant la police républicaine, je sais pas comment. En fait, moi en général, je renvoie les gens à me dire mais c'était quand C'était quand que la police n'était pas violente contre les classes populaires. Et du coup, tu peux remonter, c'était dans les années 70, bah non, on a plein d'exemples, et c'était dans les années 50, bah non, on a plein d'exemples, c'était dans les années 30, c'était à la fin du 19e siècle, non. Tu ne retrouveras jamais parce que la fonction de la police, c'est de distribuer cette violence-là. Et donc, à toutes les époques, on a des systèmes d'écrasement policier, des formes de vie populaire, et surtout des formes de vie les plus incontrôlables. Par exemple, dans les années 30, ça va être sur ce qu'on appelait la zone à l'époque, où on avait déjà des systèmes de rafles, de torture, de disparition, de mise à mort, etc. Donc la gestion des territoires populaires par la police, il n'y a pas de moment où ce n'était pas un assemblage de biopolitique, de gestion de la vie et de nécropolitique, de gestion de l'écrasement de la vie et qui va jusqu'à la thanatopolitique, c'est-à-dire la mise à mort, la politique de la mise à mort. Et c'est ça qu'il faut considérer, c'est que, encore une fois, il ne faut pas se faire prendre au piège par le discours fondateur, par le mythe qui institue tout le système de domination et qui consiste à nous dire que dans la modernité occidentale, on aurait séparé complètement la police de l'armée, le temps de paix du temps de guerre, le civil du militaire, etc. Parce qu'en fait, ça marche que dans certains espaces. Au contraire, dans les quartiers populaires, dans les colonies, dans la politique des frontières, dans la politique des prisons, dans tous ces domaines-là, la biopolitique, la nécropolitique, la thanatopolitique, elles ne sont pas séparées. Il y a une gestion permanente de la vie
par l'encadrement de la vie biologique et sociale, mais aussi par l'écrasement et par la mise à mort. Et donc ces choses-là évoluent, on a des régimes différents, mais on est aussi dans une continuité à travers le temps, où le système de domination dans lequel on est fait ça à toutes les époques. Et du coup, on peut regarder ce qui se passe aussi dans les autres mouvements sociaux, et je dis les autres parce que dans les quartiers populaires, il y a plein de mouvements sociaux qui prennent différentes formes. Souvent, c'est pas les mêmes que dans les centres-villes, etc. Mais du coup, on a aussi des sauts, on pourrait dire des ruptures un peu qualitatives, quoi. Par exemple, il s'est effectivement passé quelque chose pendant les Gilets jaunes en termes de montée en puissance de certains régimes répressifs. Mais à différentes époques, l'État-nation, quand il est débordé et qu'il n'arrive plus à gérer des mouvements ouvriers, il ressort d'abord des forces militaro-policières, des forces gendarmiques, qui sont autorisées à faire du retour à l'ordre, c'est-à-dire à monter dans des régimes de violence qui peuvent mettre à mort. Et puis après, quand il n'arrive toujours pas à ramener l'ordre, il envoie l'armée, et c'est une des fonctions de l'armée. Et l'immense majorité des États-nations du monde contemporain ont fait ça ou feraient ça s'ils étaient menacés d'être déstabilisés. Ils envoient tout ce qu'ils peuvent de puissance nécropolitique, thanatopolitique, de puissance de mise à mort. Bon, là on a un schéma général, et dans ça après, bon, moi ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait on n'a pas une militarisation qui serait déconnectée de ça. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des espaces-temps où la guerre et la paix sont jamais dissociés. Et donc c'est quelle militarisation qui est à l'œuvre? Il y a une sorte, on pourrait parler de périphérisation, c'est-à-dire que les périphéries du système sont en expansion. Le système concentre de plus en plus l'accumulation des profits et les formes de pouvoir sur des centres qui sont de plus en plus réduits, de plus en plus intenses, et les périphéries s'élargissent. Les périphéries dans l'accumulation, dans la concentration du pouvoir, et donc dans la gestion des formes de vie aussi. Et donc c'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes se rendant offensifs, ingouvernables, incontrôlables, sont entrés dans la périphérie. Ils sont sortis du mode de gestion des mouvements sociaux dits de gestion démocratique des foules, etc., où dans ces moments-là, le pouvoir, puisqu'il n'est pas obligé de le faire, essaye de mettre à distance, de ne pas entrer en contact physique, de ne pas abîmer les corps, etc. Mais il fait ça que quand il n'a pas besoin de le faire. Dès qu'il a besoin de le faire, il utilise ça. Et donc, par exemple, pendant les Gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est pas l'application de ce qui se passe dans les quartiers populaires ou dans les territoires colonisés. Aux Gilets jaunes, c'est un autre régime qui a été mis en place, mais dans lequel il y a eu des adaptations, des croisements. Et du coup, on a vu des choses arriver de la police des quartiers populaires, comme on a vu arriver les BAC, on a vu la formation des Braves M, qui était quelque chose qui n'existait pas, mais qui tirait un petit peu des BAC, qui tirait des BRI, qui tirait de certaines logiques de déploiement de la police dans les quartiers populaires, mais qui ne fonctionnaient pas de la même manière. Il faut encore se redire ça. Quand la police elle intervient dans les quartiers populaires, elle intervient en permanence, au quotidien, elle touche à l'intime. Tu peux te faire mutiler tous les soirs en rentrant de l'usine, du chantier, de ton travail de care, etc. Tu rentres chez toi juste parce que tu habites là, tu peux subir de la violence, te faire capturer, etc., voire te faire mettre à mort, et simplement parce que tu es là, parce que tu existes là. Pour les Gilets jaunes, ça va être peut-être parce que tu es là, parce que tu es venu là ce samedi à cette manifestation, et du coup ça vient écraser une mobilisation, ça vient écraser un engagement. C'est quand tu te retrouves dans cette manifestation-là, c'est pas quand tu es en bas de chez toi, voire chez toi, et c'est pas pour dire que ce serait moins pire ou quoi, c'est juste se dire c'est pas les mêmes régimes. Mais par contre, ces régimes-là, ils sont liés entre eux, ils sont connectés, il y a un continuum entre les formes de gestion coloniale, ce que j'appelle moi endocoloniale, donc du socio-apartheid à l'intérieur de la métropole, et les autres mouvements sociaux et les mouvements révolutionnaires. Parce que les mouvements révolutionnaires font aussi partie des objets sociaux qui sont traités sur le mode de l'écrasement. Quand ils sont considérés comme menaçants. Non, mais c'est vrai que je reconnais que j'ai probablement une vision qui qui dépend de mon point de vue de petite meuf
blanche qui vit en centre-ville plutôt. Donc évidemment que moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'escalade ces dernières années dans les centres-villes, qui a commencé, j'en sais rien exactement, mais en tout cas une première forme d'escalade au moment de la loi travail sous Hollande, où pour la première fois il y a eu des gens massés, des gens etc., avec un cran supplémentaire qui arrive au moment des Gilets jaunes, comme tu le disais, et avec, voilà, moi j'étais à Sainte-Soline, un cran supplémentaire à Sainte-Soline. Mais c'est vrai tout ça. C'est vrai, c'est juste parce qu'on a entendu à un moment pendant les Gilets jaunes de dire ah on vit la même chose que dans les quartiers, Oui. Et ça aurait été ça le problème, c'était ah maintenant ils nous traitent comme dans les quartiers. Alors le problème c'est comment on traite les quartiers en permanence, tu vois. Clair, et l'autre problème c'est aussi comment du coup on traite les mouvements sociaux et les mouvements de libération quand ils deviennent offensifs, ingouvernables, etc. Et c'est des problèmes qui vont ensemble, c'est ça qu'il faut se dire. C'est juste de pas se faire avoir par l'idée que le problème ce serait d'être traité pareil, alors que déjà c'est pas vrai. Et puis qu'en plus, donc dans ce cas-là, si on arrête de traiter les mouvements sociaux de cette manière-là, mais qu'on continue de massacrer les habitants des quartiers populaires, il n'y a plus de problème. Tu vois, c'est ça qu'il sous-entend en fait. C'est clair, c'est clair. Et ce qui était intéressant sur du coup cette forme d'escalade du coup dans les centres-villes, ce que disait Mathilde Larère, qui est historienne à notre micro il y a quelques mois, c'est que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle semble marquer une forme d'exception. Avec le retour des poussettes en manif, le retour d'un ensemble de personnes qu'on voyait plus trop, avec une forme de désescalade dans le maintien de l'ordre, quand on va comparer à différentes manifs précédentes, avec un basculement à nouveau dans le dur du maintien de l'ordre au moment du 49-3. Après, voilà, on pourrait me dire, c'est pas le cas pour le maintien de l'ordre vis-à-vis du Black Bloc. Donc voilà, toi comment tu l'expliques? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut se redire, le Black Bloc c'est une pratique, hein, mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose, comme tu dis, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs là, de poussettes qui reviennent, etc. dans les mobilisations pendant les retraites là, sur Toulouse et ce que j'ai vu à Paris, mais ça correspond, même si toi tu l'as observé, à un peu ce qu'on se dit, hein, c'est que quand une mobilisation sociale elle est inoffensive, oui, la police n'a pas besoin de sortir la nécropolitique, les politiques d'écrasement. Elle fait de la biopolitique, du coup elle encadre, elle surveille, elle fiche, elle fait tout plein de choses de fonctionnement habituel de la police, mais tant que ça ne vient pas menacer la politique gouvernementale et les stratégies de la classe dirigeante, effectivement elle a plutôt tendance à laisser faire le spectacle démocratique, de nous laisser croire qu'on est dans un système où, démocratique dans le sens où le peuple aurait du pouvoir, etc. Chose auquel je ne crois pas du tout, quoi. Mais donc elle laisse ce spectacle fonctionner, et dès que les mobilisations sociales se remettent dans une dynamique à la fois offensive, mais c'est pas forcément de confrontation, ça va, bien sûr, dès qu'il y a de la confrontation, la police passe sur un mode d'écrasement. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, et moi ce que j'ai observé pendant le mouvement sur les retraites, c'est aussi que face à une grande difficulté à se retrouver, la manifestation de rue est devenue vraiment un espace dans lequel tu te fais quasiment systématiquement, si ça déborde, gazé, tu prends le risque de te faire mutiler, capturer, d'avoir des suites judiciaires, etc. Et encore une fois, par rapport à ça, on n'est pas égaux. Si t'es de quartier populaire, si t'es non blanc, si t'es homme ou femme, etc. Les suites sont pas les mêmes. Mais dans ce moment-là, il s'est aussi passé, il y a eu une extraordinaire créativité en termes de résistance et de lutte en dehors de la manifestation de rue, avec des pratiques d'action directe de différentes sortes, d'aller dans les magasins de luxe, d'aller dans les quartiers où les bourgeois habitent pour leur pourrir la vie quotidienne, etc. Bon. Et c'est ces choses-là aussi qui ont été reconnues comme offensives, parce qu'effectivement, elles sortent d'un cadre qui est largement produit et tenu par le système policier, pour aller vers quelque chose où là, la police a plus la possibilité de tenir, elle ne sait pas ce qui se passe, et donc elle se fait déborder, et donc là, la lutte trouve des manières de changer le rapport de force. Et donc là, évidemment, ça aussi, il va y avoir un enferrossement policier à ce moment-là,
Parce que la logique des classes dominantes, elle est sur certains trucs, il ne faut pas croire qu'ils sont très intelligents ou créatifs. Hein. Il y a une logique et qui est aussi particulièrement inspirée par toute la culture viriliste, mais qui est de se dire, quand il y a un problème, on y va avec de la férocité, on y va avec de la violence, on écrase, et en se disant que plus on écrase, et ça devrait s'arrêter comme ça. Et c'est là aussi que sur certains points de vue, les classes dominantes calculent mal, parce que toute cette violence qu'on nous envoie, nous on la garde dans nos esprits, dans nos corps, dans nos muscles, et elle reste là, jusqu'à ce qu'on en fasse autre chose. Intéressant. Pour en revenir à ce que tu appelles toi la nécropolitique, il y a environ 15 personnes qui sont tuées par la police chaque année. C'est pas moi qui ai inventé cette notion-là. Hein. De la nécropolitique? Non, là on la trouve chez MMD, on la trouve chez différents auteurs. Thanatopolitique, on le trouve chez Foucault, la biopolitique aussi. Mais après maintenant, à travers le monde, il y a la recherche critique, énormément de gens sont saisis de ces notions-là. Et elles évoluent dans différents espaces. Ok, très bien. Et du coup, comme je disais, 15 personnes qui sont tuées par la police par an environ. Désolé, on est bien au-dessus de ça. On est bien au-dessus aujourd'hui. On était autour d'une quinzaine, il y a quelques années. Encore au début des années 2010. Ouais. Et c'est encore dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010. Et donc une quinzaine essentiellement des prolétaires non blancs, des jeunes hommes noirs et arabes de quartiers populaires. Et non, autour de 2020, on est passé à entre 30 et 35, c'est-à-dire plus du double. Et bien sûr, c'est significatif de l'intensification de tous les rapports de domination qui structurent le système, c'est-à-dire bien sûr de l'accumulation néolibérale, mais aussi, et c'est ce qu'on essaye de se dire depuis le début, de la reproduction du socio-apartheid, de l'ordre racial et de la reproduction du patriarcat, parce que peut-être, enfin si, il faut en venir là aussi, parce que ça c'est lié avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais l'enferrossement sécuritaire, il réagit à nos luttes. Et les classes dominantes ont très bien vu la constitution d'un mouvement féministe international et qui se donne les moyens d'être offensif et qui ne respecte pas les règles du jeu patriarcal. Et donc, il y a aussi le système sécuritaire réagit aussi à ça dans sa férocité. Il y a aussi cette volonté de venir briser des nouvelles formes de lutte contre le patriarcat, contre l'ordre racial, contre l'accumulation capitaliste. J'avais pas les derniers chiffres et c'est vraiment effrayant. Mais comme tu le soulignes, c'est l'assassinat des toujours les mêmes, donc en premier lieu des jeunes hommes racisés perçus comme arabes ou noirs. Et moi, ce que je trouve particulièrement effrayant, c'est le rapport de la population à ces assassinats. C'est-à-dire l'impression qu'une partie de la population approuve ces assassinats, sous prétexte que ça nous protégerait tous, je parle au conditionnel, et une partie semble pas forcément l'approuver, mais pas particulièrement choquée de ces morts. Et une partie minoritaire, évidemment, est susceptible de se révolter. De très rares fois, on le voit malheureusement, notamment quand il y a des preuves vidéo qui sont là pour témoigner que ce qui est raconté par les familles, les proches de ces personnes est réel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la mise à mort de ces personnes, il y a une infime minorité qui va réellement commettre des attentats. Je pense à Hamidi Koulibaly, au mec qui a tué Samuel Paty, etc. Les mecs sont toujours mis à mort. Et de la même manière, sont mis aussi à mort d'autres qui ne commettent rien, j'allais dire de grave, qui sont des petits délinquants, voire même pas des délinquants, qui sont juste perçus comme tels, comme Naël par exemple ou Traoré. Et ce que je trouve effrayant, c'est qu'on est censé vivre, et ça c'est aussi le grand discours, dans un état de droit. On est censé vivre dans un état où la peine de mort n'existe plus. Et en fait, on se retrouve avec l'assassinat de ces jeunes perçus comme dangereux.
qu'il le soit réellement ou pas. Comme si de manière préventive, la police, l'État, se donne le droit de tuer des gens. Ouais, mais il y a un continuum très clair qui est institué entre tout ça. Je rajouterais, il y a une partie de la population même qui prend du plaisir, je crois, dans la mise à mort des Noirs et des Arabes. Et il y a une organisation des affects qui font qu'il y a une partie de gens qui sont satisfaits de ça, et on le voit à chaque fois, mais pas que dans la police et pas que dans l'extrême droite. Enfin, en tout cas, on voit ça sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans plein de choses, dans ces moments-là. Mais oui, il y a derrière ce mythe de l'état de droit, il y a une culture instituée en France, mais en fait dans tout l'espace-temps de l'impérialisme occidental, qui est structuré par quand on dit qu'elle est structurée par la race, ça veut dire que les vies n'ont pas la même valeur. Il y a des corps qui sont considérés comme sacrifiables et des corps qui sont considérés comme sacrés et pas sacrifiables. C'est les corps blancs, mais c'est des catégories générales, parce qu'en fait un corps considéré comme blanc, comme un gilet jaune, une fois qu'il pose problème, on peut le mutiler, voire il n'y a pas eu de mort à part Zineb Redouane, qui n'est pas blanche, pendant les gilets jaunes, mais il pourrait y en avoir. Et malheureusement, sans doute ça arrivera, quoi. Mais il y a un continuum entre le fait de considérer que c'est normal de mettre à mort quelqu'un qui a été nommé terroriste, par personne d'autre que la classe politique ou quoi que ce soit. Enfin, là, du point de vue, quand on dit le mythe de l'état de droit, c'est que normalement les pouvoirs sont séparés, et puis il y a l'institution judiciaire avec un procès équitable qui va dire est-ce que vous avez fait ça, parce que bon, il faut revenir sur ça, la notion de terroriste, c'est un truc qui sert à tout et n'importe quoi. La résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les résistances de la planète, à un moment, se sont fait appeler terroristes par les gens qui voulaient les écraser. Et c'est plutôt ça qu'on trouve sociologiquement, c'est que derrière la notion de terroriste, il y a la volonté de dire qu'on peut détruire ce corps, voire il faut détruire ce corps. Et donc oui, parce que ça pourrait être intéressant de savoir Amédi Koulibaly, des personnes qui ont été mises à mort comme ça, qu'est-ce qu'ils pensaient, pourquoi ils ont fait ça. Et puis on pourrait, les victimes ou l'ensemble de la société, on pourrait avoir envie de gérer ça d'une manière réparatrice, transformatrice. Mais non, ils sont mis à mort directement. Et puis ils sont mis à mort de manière spectaculaire. Il y a une mise en scène de ça. Et qui participe à fabriquer des affects aussi. Et du désir de mise à mort et d'y assister. Et bien tout ça, il y a un continuum entre ça, la mise à mort de Naël, ou le viol de Théo, et jusqu'à les formes néocoloniales, où par exemple, en une année de Barkhane, c'est plusieurs centaines de personnes au Mali qui sont mises à mort par des frappes de drones, par des bombardements, par des confrontations au sol. Et donc, parce que l'État français nous dit ils sont présumés terroristes. Mais là, on est vraiment dans un domaine où ça fait quasiment jamais une ligne dans les médias. On n'a pas eu une seule manifestation dans des années et des années. Et donc, au Mali, l'État français peut abattre des gens en disant oui, on a considéré qu'ils étaient potentiellement des terroristes, et il n'y a aucun problème. Donc là, on est vraiment dans une machine de dévalorisation de la vie humaine qui fonctionne par un impensé racial. C'est évident que on le voit avec la question de l'Ukraine, en fait, quand les victimes sont considérées comme blanches, ça se passe absolument pas de la même manière. Et ce continuum, il va jusqu'à ce qui se passe en ce moment dans l'écrasement, dans le massacre de masse en Palestine, où du coup, on a un espèce d'ordre du discours dominant qui laisse la possibilité de mettre à mort toute une population, sachant qu'elle ne le ferait pas à partir du moment où elle considérerait que ces personnes sont blanches. Et dans ce continuum, on peut voir aussi par exemple la question des mineurs isolés, les jeunes exilés qui, après avoir traversé, s'être mis en danger en traversant X pays, la Méditerranée, arrivent ici dans un parcours de survie, en fait, sont laissés à la rue ou laissés dans des conditions d'occupation de bâtiments tellement précaires que ça peut brûler,
etc. Enfin, sont restés dans des formes de vie absolument écrasées. En fait, ça, ce serait absolument impossible. Imagine la situation s'il y avait des jeunes blancs à la rue ou vivant dans des bâtiments qui peuvent prendre feu. Ça n'existe pas, c'est pas possible, ce serait le scandale absolu. Et là, c'est parce que c'est des jeunes noirs qu'on considère que, on considère parce que leur vie n'a pas de valeur dans ce système politique et économique. On va passer à la deuxième partie de l'entretien, la police comme institution, et ça fait bien le lien. Donc la police, c'est raciste, une institution raciste. On pourrait dire que la police est fasciste. Pourtant, après la libération, la police, elle était à majorité communiste. Comment, toi, t'expliques le basculement qu'il y a eu est-ce que tu peux le dater pourquoi est-ce que c'est en lien avec le rôle qu'a joué la formation des policiers? Est-ce que c'est en lien avec les profils des personnes qui rentrent dans la police? Voilà. Ouais, moi j'ai jamais entendu ça, je sais pas d'où tu le tires. Ce que je connais sur ça, c'est que à la Libération, et donc il y a une reformation de la police, et dans laquelle ont été intégrés une partie des résistants. Et qu'à ce moment-là, justement, on a gardé les franges nationalistes de droite, dures, voire d'extrême droite, et que les communistes, les résistants communistes, eux, ont été évacués de tout ça. D'accord. Et qui correspond au schéma qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que, évidemment, le pouvoir fait le tri dans ses forces de l'ordre. Il n'a pas envie d'avoir des gens que lui considère comme subversifs à l'intérieur des forces de l'ordre. Après, il y a eu un moment entre 45-47 et début des années 50 où la remise en place de l'État se cherchait, et puis il était obligé de faire des compromis parce qu'il y avait un parti communiste massif avec des gens qui venaient de faire de la résistance dans des maquis, qui savaient servir d'armes, qui avaient des armes, donc qui étaient menaçants pour le pouvoir. Et donc c'est à ce moment-là que le pouvoir a dû faire des sortes de compromis. D'imaginer une sorte de cogestion et donc de lâcher sur des choses. Et de lâcher sur des choses, ça veut dire la sécu, les retraites, etc. C'est parce qu'il était menacé parce qu'il y avait une menace révolutionnaire de l'autre côté. Et qu'effectivement, à partir du moment où on a perdu ce rapport de force, à la fois parce que le Parti communiste est devenu fait partie des institutions de gestion de tout ce système-là, et aussi que le mouvement ouvrier, certaines francs, les francs, une partie du mouvement ouvrier a été disciplinée par les bureaucraties syndicales, des choses comme ça. Du coup, le néolibéralisme a pu revenir sur toutes ces conquêtes sociales. Mais elles ont eu lieu notamment à ce moment-là parce qu'il y avait un rapport de force, il y avait quelque chose qui se cherchait. Mais l'État qui a été reconstruit à la Libération, et le programme général de tout ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la continuité de l'État, c'est-à-dire qu'une grande partie des cadres de l'État qui avaient participé à la collaboration ont été maintenus, ont été réintégrés dans le nouvel État et ont continué à travailler. C'est le cas de Maurice Papon, par exemple, qui est assez exemplaire de ça, mais il y en a plein d'autres. Ouais, je pensais que justement, il y avait une partie des résistants communistes qui avaient été intégrés dans la police, j'avais lu ça, parce que justement... Qui ont été nettoyés, quoi. Mais après, tu vois, je trouve ça intéressant parce que cette question du lien des communistes avec les institutions de maintien de l'ordre, parce que c'est anecdotique mais je vois, moi, des personnes qui étaient avec moi à la fac qui étaient cocos, en fait, ils se retrouvent quasiment tous, soit en gendarmerie, officiers, etc., soit dans l'armée, soit à la police aux frontières, les trucs comme ça. Mais vraiment, c'est massif chez les communistes qui étaient dans ma promo, quoi. Et il y a un rapport à l'institution policière, à l'armée, que je trouve qui m'interroge, quoi. Après, je pense, du coup, eux se disent communistes, mais je pense qu'il faut les placer dans la social-démocratie plutôt. Et quand on se redit ça, ils font partie d'une gauche de gouvernement. Et donc tout ça est assez logique parce que si on parle du communisme comme le fait de s'engager pour une transformation générale de la société et l'abolition de la propriété privée, la mise en commun, etc.,
Les gens qui mettent leur vie en danger pour ça vont pas dans la police ni dans l'armée en général. Et puis il faut l'entendre, il y a un renouveau dans les luttes de gens qui se nomment communistes et qui sont pas du tout dans ces pratiques-là, et qui sont justement dans des pratiques d'autonomisation et de rupture révolutionnaire. Mais bon, comme on le sait tous, par exemple, le parti communiste, le mot communiste qu'il y a dans ce sigle-là n'a rien à voir avec ce que disent les communistes révolutionnaires. Et pour en revenir à la question de départ, la police fasciste, comment on l'explique Est-ce qu'on l'explique parce que ça, tu as un peu répondu en disant dès le début, il y a eu finalement l'incorporation de militants d'extrême droite au sein de la police, de hauts fonctionnaires qui ont collaboré, qui sont restés. Mais après, dans ce renouvellement des effectifs de police, quel est le rôle de la formation, les profils, comment toi tu expliques le fait que la police est fasciste? Bon, alors il y a ça, il y a tout ce qui vient de l'extrême droite, mais il y a aussi tout ce qui vient du domaine colonial, c'est-à-dire qu'il y a en permanence un système de boomerang, de va-et-vient entre des cadres et des agents de base qui passent dans les colonies, s'y forment, après, et dans l'armée, et vont aller en métropole, vont aller dans la police, etc. Mais justement, ce qu'il faut comprendre, je crois, qui est fondamental, c'est que ça, c'est pas les causes, c'est les effets. C'est les conséquences de quelque chose qui est en dessous, qui sont les structures sociales, économiques, politiques. C'est pas parce qu'il resterait de l'extrême droite dans la police que la police est raciste, ou qu'il y aurait des colons, ou des militaires, ou des policiers coloniaux qui viendraient en métropole et qui finalement pervertiraient une police qui, elle, sinon serait républicaine dans le sens où elle protégerait les classes populaires. Mais c'est l'inverse, c'est parce que la police est un appareil de contrôle, surveillance, répression des classes populaires, qu'elle a cette propension à la fascisation. C'est-à-dire que quand tu prends, et ça on l'observe avec des parcours de policiers, et justement de ces policiers qui se disent de gauche et qui rentrent dans la police autour de ce mythe de on va défendre la veuve et l'orphelin, parce qu'il y en a qui rentrent sur ça, c'est vraiment pas la majorité, mais il y en a qui rentrent ça, et donc les entretiens qui ont été menés avec ces personnes-là, et donc notamment avec ceux qui, parce qu'ils étaient sincères, très rapidement sont sortis de la police, eux disent, mais en fait, donc nous on n'est pas arrivés avec une idéologie raciste, sans doute qu'ils étaient structurés de manière raciste, comme tout le monde dans une société raciste, mais ils n'arrivaient pas avec cette idéologie-là offensive. Ils disaient, mais c'est en faisant le travail de policier que je devenais raciste. Parce que c'était quoi leur travail de policier? Je prends l'exemple, moi j'ai fait un entretien avec quelqu'un qui a rompu avec la police et qui raconte ça très clairement. Il avait été mis à Gare du Nord. Dans son équipe, il y avait des policiers qui se disaient ouvertement néo-nazis. Il y en avait d'autres comme lui qui n'étaient pas ça. Mais le fait d'être à Gare du Nord et donc toute la journée, donc qu'est-ce qu'on leur demandait? De faire du contrôle d'initiative. Ça veut dire d'essayer de faire des points, du chiffre. Là encore, on est dans l'approche néolibérale, mais donc ces points, c'est des ILS et des ILE, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des infractions à la législation sur le droit des étrangers. C'est ce qui est le plus facile à faire. Comment tu fais ça? En contrôlant des Noirs et des Arabes à Gare du Nord. Et quand tu passes ta journée à contrôler des Noirs et des Arabes qui en ont marre, qui vont pas se laisser faire, qui vont dire... Mais même en dehors de ça, en fait, tu justifies ce que tu es en train de faire. Il va falloir que tu le justifies. Et donc eux, très rapidement, on vient à le justifier par il y a un problème avec les Noirs et les Arabes, il y a un problème essentiel avec les Noirs et les Arabes, c'est eux les délinquants, c'est eux la criminalité, etc. Et du coup, ce fascisme, il se fascise pas parce qu'il y a l'extrême droite qui vient gangréner la police, il se fascise parce que l'exercice quotidien de la police est intégré à la longue histoire de la fascisation. Non mais oui, parce que c'est à ça que je voulais qu'on vienne, parce qu'évidemment que les structures sont structurantes, mais les individus, c'est les individus qui font vivre les institutions. Enfin, il y a un peu moi j'aime bien en sociologie qu'on regarde les deux, qu'on regarde en effet comment la structure l'individu, mais au final, les structures, ce n'est rien d'autre que des individus qui agissent et qui font vivre une structure. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu racontes sur, en effet, les missions de la police, en lien notamment avec la politique du chiffre, qui amène à ce que la police soit raciste. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi, mais tu en parlais, de cet esprit de corps, quoi, de l'unité qu'il y a à l'intérieur d'une brigade, j'ai pas les termes exacts,
et auxquelles les nouveaux entrants doivent se conformer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette impression de citadelle assiégée qu'ont les flics et les gendarmes, avec peut-être nourris en partie par nous et par les slogans anti-flics en manif, avec du coup une forme de prisme psychologique des policiers, où comme si toute la population les détesterait, et qu'ils se retrouvent dans un truc où ils doivent, comme eux-mêmes, se convaincre qu'ils détestent les gens, enfin en tout cas les manifestants, les gens dans la rue, comme tu dis, les Noirs et les Arabes à Gare du Nord, etc. Et qui amène du coup aussi à des actes individuels extrêmement répréhensibles, enfin je sais pas comment dire autrement. Ouais, mais ça, le sentiment de la citadelle assiégée et l'esprit de corps, c'est des choses qui traversent toute l'histoire de la police. Et moi je pense que ça existe parce que ça a une fonction principale qui est le fait de tenir, d'homogénéiser et puis d'empêcher les dissidences à l'intérieur. Et c'est ce que raconte encore une fois là, ces personnes qui sont entrées dans la police et qui se rendent compte qu'il y a un problème, enfin, qu'elles sont en train de distribuer en permanence de la violence contre les classes populaires, contre les racisés. Il ne faut pas qu'elles racontent cette vérité en dehors, il ne faut pas qu'elles rentrent en contradiction, et donc l'esprit de corps vient les empêcher de faire ça, elles se font menacer, etc. Et après, la culture de citadelle assiégée, ça participe tout ça à la dynamique d'enférocement policier, mais ça existe aussi parce qu'il y a du réel derrière. Oui, une grande partie des classes populaires détestent la police, et à raison, c'est légitime. Tu te fais contrôler, surveiller, écraser tes luttes, on t'empêche de te libérer, on t'empêche de conserver ta retraite ou je sais pas quoi en te tabassant. Oui, il y a des gens qui sont en colère, quoi. Et donc, oui, ça s'appuie sur du réel, mais ça sert aussi à justifier la distribution de violence dans la police. C'est pas, du coup, en se considérant, tu vois, c'est à travers. Il y a un récit policier qui traverse le monde entier en ce moment qui s'appelle le Thin Blue Line, la fine ligne bleue, et qui est de considérer que on est au bord on est dans l'ensauvagement, on est au bord de l'effondrement de la civilisation occidentale, sous-entendu blanche, etc. Et que du coup, la police est la fine ligne qui protège de ce chaos absolu, et donc qui est un imaginaire qui vient évidemment de l'extrême droite, qui est dans un délire qui est entre le choc des civilisations et le grand remplacement, etc. Mais c'est quelque chose qui est très très répandu dans la police, et même les franges qui ne sont pas d'extrême droite dans la police se voient comme ça, se voient comme le dernier rempart face à la barbarie. Mais ça, cet imaginaire-là, ça leur permet de fonctionner, ça leur permet de tous les matins se lever et continuer à distribuer la violence dont ont besoin les classes dominantes en se disant, eux, qui ne sont pas juste des mécaniques de fascisation, mais qui sont là en train de défendre quelque chose, et ils vont l'appeler différemment. Il y en a qui vont l'appeler la République, il y en a d'autres qui vont l'appeler la civilisation occidentale. Quand on parle de police fascisée, on pense d'abord aux fractions les plus radicales, j'allais dire la police, donc au vu de leur mission, donc les CRS, la Bravem, dont tu parlais tout à l'heure, aux brigades répressives. Mais les personnes qui travaillent, les policiers qui travaillent dans ces brigades-là, répondent à des ordres. Et même s'il leur arrive de les outrepasser et d'être protégés par leur hiérarchie et par les GPN, même quand ils outrepassent ce qui sont les ordres, et ensuite par l'institution judiciaire. On sait que les policiers qui ont commis des violences illégales sont presque jamais condamnés, que leur matricule soit visible comme la loi le prévoit ou pas, et que c'est des pratiques qui sont finalement acceptées. Du coup, en plus de ces policiers, j'allais dire, de terrain, quels sont les profils de ces officiers, de ces agents de la IGPN, de la police des polices, des magistrats qui sont chargés de ces affaires? Profil sociologique? Ouais. Je pense un peu de la même manière, pour arriver dans toutes les institutions, pour arriver à des strates de direction, de commandement, pour devenir chef, il faut avoir fait la preuve au long de sa carrière qu'on est
qu'on répond exactement aux attentes des logiques institutionnelles, qu'on est discipliné à ça et qu'on est dans des dynamiques qui correspondent aux dynamiques de l'institution. Ça va être faire du chiffre, ça va être reproduire le socio-apartheid, ça va être l'esprit de corps, etc. Et donc c'est principalement des gens qui sont il y a une forme de sélection, de tri institutionnel qui gardent ceux qui sont à la fois les plus opportunistes et les plus malléables et les plus dociles, qui vont se conformer le mieux aux logiques de l'institution, mais aussi aux logiques des fractions de la classe dominante qui ont le pouvoir à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sous un gouvernement de social-démocratie ou est-ce qu'on est sous un gouvernement de droite dure, et qui vont pouvoir aussi, je pense pour les préfets, mais en fait aussi, ça va jusque dans les commissariats, qui vont s'adapter à ça aussi, bien comprendre ce qu'on attend d'eux et le distribuer. Et voilà, mais après je pense que c'est une logique qui fonctionne dans toutes les institutions. Pour conclure, j'ai 2 questions. La première, c'est si la gauche, évidemment pas les SOSDEM, la gauche est élue un jour, prend le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait face aux policiers quand on voit la pression qu'il y a, même sous le couple Macron-Darmanin? Mais je ne sais pas exactement, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je ne sais pas exactement ce que tu appelles la gauche pas social-démocrate, parce que pour moi, la gauche qui gouverne, c'est ça la social-démocratie. Parce que quand tu dois gouverner le système capitaliste, racial et patriarcal, bien sûr, tu continues de faire fonctionner une police, une armée, des frontières, des prisons, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, cette gauche de gouvernement, cette gauche social-démocrate, à chaque fois, elle nous dit, bah, nous, ramenez-nous au pouvoir, et on va vous faire la police de proximité, on va vous faire des frontières un peu plus cool, etc. Bon, la plupart, ils disent même pas ça. Mais parce qu'il y a besoin, dans le fonctionnement du système, d'une alternance régulière, à la fois qui nous fait croire dans le mythe démocratique, mais aussi parce que de temps en temps, il y a besoin de différents régimes de gestion de tout ça. Voilà. Après, si ce que tu appelles la gauche, c'est du coup, je sais pas quoi, un mouvement d'émancipation réelle, où on se débarrasse des rapports sociaux de domination, moi, et comme militant, et aussi comme chercheur, je ne crois pas que ce soit possible à travers la direction de l'État, parce que l'État, historiquement, l'État-nation, c'est un appareil de gouvernement qui sert à faire fonctionner les rapports sociaux de domination. Et donc, qui que ce soit qui mettra la main dessus, avec les meilleures idées du monde, finira par devenir une classe dirigeante ou une bureaucratie, et à faire fonctionner ça. Et c'est ce qu'on voit quand on a des... Je dis parce que tu me dis non en souriant, mais pour moi, c'est aussi pour ça que je ne crois pas dans des formes de communisme que nous, on appelle autoritaires, et qui considèrent qu'on pourrait changer les choses en prenant le pouvoir par en haut, parce que ce que j'ai l'impression d'avoir compris de la révolution d'octobre 1917, mais aussi de Moscou, aussi de Cuba, c'est que avec les meilleures idées du monde, quand tu commences à diriger, à gouverner, tu reformes une bureaucratie, tu reformes une classe dirigeante, et donc peut-être que tu vas pas construire un capitalisme libéral, mais tu vas construire un capitalisme d'État. Et il y a peut-être des moments, des sortes d'espace-temps où on est entre les deux, il y a un processus révolutionnaire, mais très rapidement, le fait de gouverner, ça t'amène à écraser tout ce qui bouge dans les mobilisations populaires, sociales, et donc à faire fonctionner de la police, à faire fonctionner de la prison, à faire fonctionner de la frontière, à faire fonctionner de l'accumulation des usines, des chantiers. Qui est-ce qui continue à crever sur ces chantiers et dans ces usines? C'est les classes populaires. Et donc tu continues à faire fonctionner une société de classe. Et du coup, c'est pour ça que moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup plus, et puis j'avance avec des mouvements révolutionnaires qui, eux, considèrent que ce qu'il faut qu'on change, c'est les choses, c'est ici, maintenant, par en bas, avec les opprimés, avec les dominés, et que ça passera pas par en haut. Ça veut dire qu'il faut qu'on transforme la société ici et maintenant dans ce qu'on fait. C'est-à-dire créer des nouvelles formes, d'autres formes, mais en fait qui vont aussi puiser dans des choses qui ont toujours existé, d'autres manières d'organiser la société. Et donc qui ne sont pas basées sur de la propriété privée, mais plutôt sur de la mise en commun, qui ne sont pas basées sur des rapports de domination, mais sur des rapports d'entraide, de solidarité, le partage des activités, la démocratie directe, des formes communales, et puis que tout ça s'entraide, se coordonne,
Mais moi, j'en suis persuadé, mais aussi je l'observe à travers l'histoire, qu'à chaque fois qu'on a voulu changer les choses en le faisant par en haut, eh ben, il est resté un haut et un bas. Et ce haut et ce bas, ça fait partie du problème. Non, mais je partage totalement la vision qu'on a besoin d'alternatives de terrain ici et maintenant. Et de construire ensemble, au niveau le plus micro-local possible, des alternatives, d'autres manières de vivre, etc. Mais c'est juste que ce serait tellement facilitant d'avoir en parallèle à ces mobilisations de terrain et à ces constructions de terrain un État de gauche qui facilite le fait que l'eau est un bien commun, le fait qu'un ensemble de choses, de l'énergie, l'alimentation, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire aujourd'hui, que beaucoup de choses soient au-delà de la santé publique, de l'école, beaucoup d'autres choses soient collectives, et que de le faire au niveau d'un État dans un monde qui mondialisé, qui fonctionne par État-nation, ça me semble, mais c'est là où on n'est pas d'accord évidemment, mais moi ça me semble important qu'il y ait une prise de pouvoir par l'État, poussée évidemment, parce que moi je partage aussi le fait que malgré les meilleures intentions du monde à l'arrivée au pouvoir, l'exercice du pouvoir pervertit. Donc il faut qu'il y ait une poussée continuelle de mobilisation, de mouvements sociaux qui viennent du terrain, qui racontent le terrain, qui racontent ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, et que pour moi les deux doivent fonctionner ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire, Inch'Allah, un jour, une société, en tout cas, plus égalitaire, plus belle, plus fraternelle, fraternelle, j'aime pas ce mot, mais solidaire que celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Non, mais j'entends, c'est une stratégie de certains courants communistes, mais moi j'ai l'impression que dans l'histoire, ça n'a pas fonctionné. Parce que l'exercice du pouvoir, comme tu le dis, rétablit des hiérarchies et des rapports de domination. Mais justement, c'est dans les luttes, c'est sur le terrain qu'il faut qu'on discute de tout ça, qu'on fasse avancer tout ça. Ma deuxième question de conclusion, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais que tu as quand même vachement étudié aussi tout le capitalisme autour des armes, tous les entreprises qui se sont créées, qui gravitent autour de l'armée, de la police, de l'État sur ces questions-là. Moi, ce que je trouve assez fou et effrayant, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on achète nos propres appareils de surveillance, et on est poussé à la consommation de ces appareils-là, parce que si on ne les a pas, on est... toute une multitude de choses ne nous sont plus accessibles. Et en même temps, on est poussé à ça, et en même temps, on est acteur de notre propre contrôle, avec des lois, notamment une dernière loi là, qui, sous prétexte de lutte antiterroriste, encore l'antiterrorisme, permet d'activer micro, caméra de n'importe quel citoyen. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je sais que c'est un peu une question large et compliquée, mais... Donc, sur qu'est-ce qu'on fait face à ça, c'est pas à moi de répondre individuellement, il faut qu'on y réponde collectivement, par en bas, dans les luttes, etc. Mais la question que tu poses, elle est fondamentale. Et elle s'applique pas que ça, elle s'applique en général. Dans tous les rapports de domination, il y a une partie des dominés. Déjà, il y a une frange des dominés qui collaborent avec les dominants, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est le cœur du colonialisme, mais de la plupart des rapports de domination. Et puis, tu as aussi l'ensemble des dominés qui est pris dans une situation où, en fait, pour continuer à exister, tu dois faire avec. Et donc, oui, on est pris dans des dissonances cognitives fortes, etc. Mais on observe aussi qu'en fait, en permanence, on trouve des moyens de contourner, de ruser, de renverser les outils. Et c'est intéressant parce que même les formes de domination qui se présentent comme absolues, totales, la plantation esclavagiste, le camp de concentration, etc. En fait, dans ces situations-là, on voit aussi que dans des situations d'écrasement absolu, les opprimés réussissent à trouver des moyens de se parler, de conspirer, de ruser, de détourner, et voire
des moments, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie, tu vois, des moments face au génocide, de réussir à surgir et quasiment pieds nus et désarmés. C'est aussi le soulèvement de décembre 60 en Algérie, à s'opposer et voire à déborder le système de pouvoir. Donc ça, c'est aussi se dire qu'il faut garder espoir parce qu'il y a des possibilités de résistance tout le temps et qu'il y a de l'intelligence collective dans les dominés presque par nécessité de survie. Et voilà. Après, selon les luttes, selon les situations, à chacune de voir comment on utilise ces outils-là. Parce que je me rappelle au début des années 2010, toi, il y a un espèce de truc où tout le monde enlevait les batteries des téléphones avant les réunions, machin. Bon, tu vois, à chaque séquence, tu fais comme tu peux par rapport aux outils que tu as. Mais c'est des champs de bataille aussi, parce qu'en fait, avec les smartphones et la capacité de filmer la police, avec les réseaux sociaux, qui est effectivement une machine d'aliénation, de perte de temps, etc. Bon, mais c'est aussi, là, dans la situation actuelle par rapport à la Palestine, et par rapport au matraquage dans les médias dominants du discours colonial, c'est vraiment les médias sociaux là ont été un espace dans lequel ça a été vraiment possible d'avoir d'autres discours, la production d'une réflexion pendant les révoltes pour Naël aussi, c'était des espaces dans lesquels il y avait des discussions collectives écalées qui partaient des médias sociaux mais qui circulaient aussi dans des discussions sur la place du quartier, etc. Bon. Et donc, bon, voilà, je pense dans toutes les technologies, mais dans tous les artefacts du pouvoir, il y a quelque chose comme ça qu'on a les moyens de retourner aussi selon comment on s'en sert, selon ce qu'on fabrique. Tu vois, le portique du métro qui t'empêche de passer, c'est aussi celui-là qui t'amène à trouver des moyens de passer par-dessus, etc. Quoi. Et puis quand tu cherches des moyens de frauder le dispositif sécuritaire, tu es en train de discuter avec d'autres personnes de ce que tu vis, de comment on pourrait faire autrement. Et donc tu crées aussi d'autres manières de faire ensemble. Voilà, qu'on garde ça à l'esprit en fait, c'est qu'on est en résistance permanente et dans ces moments-là, on invente des choses, des manières de vivre qui peuvent être des bases justement pour une autre société, quoi, pour une autre manière de faire société. Tu as de l'espoir alors? Ouais, bien sûr, je pense qu'on n'a pas le choix, mais j'ai de l'espoir aussi parce que, tu vois, en bossant depuis 20 ans sur des histoires de violence d'État, de ségrégation, de guerre contre-révolutionnaire, etc., tu vois, je pourrais être complètement déprimé, hein, mais je vois que dans ces situations catastrophiques, les opprimés, en permanence, ont toujours trouvé des moyens de construire d'autres choses, quoi. Et puis il y a une dimension qui est de l'ordre du pari aussi, oui, je fais le pari qu'il faut qu'on arrive aussi à célébrer les petites victoires, les victoires partielles, nos résistances dans des pratiques d'éducation populaire, dans nos cultures des luttes. Il faut aussi qu'on sache mettre en valeur et partager tous ces moments où les gens ne se laissent pas faire, s'opposent et inventent d'autres choses, quoi. Mathieu Ribos, merci. Merci.